Bon lundi matin tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine, avec le doc Karim El Ayoubi, on s'en va au pays des Aussie. Oui, on s'en va en Australie. Il y a une étude de l'Institut Fraser qui est sortie. Karim voulait nous en parler. L'indice de performance puis le comparatif entre le système privé et le système public de santé australien. C'est un pays, on en a parlé de plusieurs, mais l'Australie, je pense, c'est la première fois qu'on va dans ce coin-ci, du moins en Océanie, dans toute liberté avec Karim. Fait qu'on y va ce matin et on plonge à l'instant. Salut Karim. Salut Joey. Ouais, fait que l'Australie. Sérieux, je suis un peu perplexe parce que disons que l'aventure de la COVID, plusieurs disaient qu'après le Canada slash le Québec, disons que, puis on met la Californie là-dedans, la troisième place, la pire au monde, c'était un peu l'Australie. Donc, on a entendu 36 millions d'histoires venant de là-bas, que c'était pas mal des control freaks en termes de santé publique, même à certains égards, pire que le Canada. Donc, écoute, je te laisse aller. Je suis bien curieux de voir ça. C'est ça. On parle d'ici, je vais le mettre à l'écran, d'une étude de l'Institut Fraser pour les gens qui nous écoutent en audio. C'est The Role of Private Hospitals in Australia's Universal Healthcare System de Mackenzie Moore et Bacchus Baroua. Oui, exactement. Ben écoute, bonne introduction, Joey. En effet, je veux dire l'Australie, mais il faut bien faire la différence entre deux choses, là. Des sociétés, des États qui décident de prendre des mesures liberticides en situation de crise, notamment la COVID-19, à différents niveaux. L'Australie était très, très intense, là. Probablement encore plus intense que le Canada de façon générale, versus la qualité d'un système de santé. Les deux ne sont pas nécessairement superposables. On pourrait faire une chronique complète là-dessus, mais là, c'est, comment je peux dire, on entre dans des enjeux qui sont philosophiques, anthropologiques, Ouais, sociologiques, dépendamment de l'âge de la population, les anthropologies de population. Les gouvernements font un peu, comment je peux dire, même aux États-Unis, quand tu regardes, par exemple, les systèmes de santé californiens, il est autrement plus performant que le nôtre, mais en Californie, durant la COVID, ça s'est passé pas mal comme ça s'est passé au Québec. On a peut-être un petit peu moins pire. La Floride était un modèle complètement différent. Donc, donc, il faut garder quand même une ouverture d'esprit. Puis, c'est pas parce que des gens comme moi et toi, par exemple, trouvent que le gouvernement est allé trop loin dans les mesures par rapport à la COVID que s'il y a des bons aspects dans leur système de santé, qu'il ne faut pas le prendre en considération. Il faut non, regarder. c'est ça. Je ne jette, Sinon, on devient je ne jette dogmatique. pas le bébé avec l'eau du bain. C'est juste que c'est ça. Je te donnais un peu je présentais plus à l'auditoire mes billets, du moins au niveau de la santé, parce que pour être bien franc, tant que je connais le pays, j'ai pas été encore, mais je connais quand même un peu la place puis un peu la mentalité à force d'écouter du contenu de là-bas. Mais c'est sûr que durant la crise de la COVID, c'est sûr et certain que ça a beaucoup. On a entendu beaucoup de trucs à part. Mais je comprends que c'est ça. Faut pas prendre tout puis de faire une seule et même image avec ça puis ultra généralisé. Là. Oui, c'est ça. Puis je me suis intéressé. Moi, je ne l'avais pas étudié personnellement, là, le modèle. Surtout basé dans mes propositions autour de modèles européens que je savais qu'il y avait des facteurs de performance très élevés en matière de soins de santé, qualité des soins de santé, mais aussi surtout l'accessibilité, les délais d'attente. Mais là, j'ai vu cette étude de l'Institut Fraser qui nous déplace complètement dans un autre coin du monde, comme tu as dit, qui nous déplace en Océanie, donc à l'autre bout de la planète complètement. Et regardons un petit peu c'est quoi le modèle de santé australien exactement? Moi, je connais deux médecins qui ont travaillé en Australie et qui ont quand même apprécié le réseau de la santé. C'est un réseau de la santé qui est un peu un hybride entre ce que tu peux voir aux États-Unis, OK, et ce que tu vois en Europe. C'est-à-dire, il est beaucoup plus américanisé que les réseaux européens, mais il demeure universel comme réseau de la santé. Donc, il y a les deux composantes. Puis, je veux dire, historiquement, ça fait quand. Je veux dire, pas historiquement, politiquement parlant, ça fait quand même du sens. Lorsqu'on regarde un peu, puis
qu'est-ce qui a amené l'Institut Fraser au départ? Puis c'est un institut que j'apprécie personnellement. L'Institut Fraser, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, je sais que parmi les auditeurs de Yann et Frank et de Joey et Karim, il y en a qui s'intéressent particulièrement aux politiques publiques. Et l'Institut Fraser, c'est un peu l'équivalent de l'Institut économique de Montréal, c'est-à-dire c'est un think tank de centre droit, disons, qui prennent de la documentation qui est peer review, c'est-à-dire qui est reviewée par les pairs, mais eux, ce n'est pas peer review, c'est pas leur job, c'est pas leur travail, c'est plutôt de prendre des connaissances qui existent déjà, puis là, vous les voyez dans leurs références, et ils vous font un résumé, et également, ils peuvent faire des demandes d'accès à l'information, ils peuvent aussi ils regardent sur les sites des différents gouvernements et ils établissent, comment je peux dire, des résumés de politiques publiques qui existent ailleurs, qui existent ici. Ils font des modèles comparatifs. Donc, et ils émettent certaines recommandations également. Ce n'est pas du peer review, mais parmi leurs références, il y a du peer review. C'est ça qu'il faut mentionner. Et c'est plus accessible lorsque vous allez lire, même si ça fait 34 pages l'article, c'est plus accessible qu'un article qui est purement peer review, qui va vous demander quand même des connaissances un peu plus approfondies pour être en mesure de bien le lire. Et la majorité de leurs articles sont publiés en anglais. C'est un anglais très, très, très facile à lire. Donc, et ils n'ont pas juste sur la santé, ils en ont sur l'économie, ils en ont sur le logement, ils en ont sur l'éducation. Donc, j'ai pas de part du tout là, je connais personne qui travaille à Fraser Institute, mais je le mentionne. C'est un peu de on n'a pas de subvention ni de sponsorisé par la Fraser Institute. On tient à le préciser. C'est ça, c'est l'équivalent de l'Institut économique de Montréal, mais au Canada anglais, donc avec un plus gros budget, puis une plus grosse équipe de recherche. Et eux, ils parlent de la prémisse, lorsqu'on regarde l'introduction, ils parlent de la prémisse qu'au cours de la pandémie de COVID-19, exceptionnellement, les provinces ont fait appel beaucoup au secteur privé. Les provinces canadiennes, ils sont sortis de leur dogme et ils ont utilisé beaucoup les cliniques privées parce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé en raison du fait qu'il y avait beaucoup de patients qui entraient dans le réseau public, qui étaient hospitalisés aux soins intensifs, qui prenaient des lits. Il y avait des lits électifs qui étaient fermés. Électifs, ça veut dire des chirurgies importantes mais non urgentes, exemple, ou des tests spécialisés importants mais non urgents pour la vie à court terme. Donc, il y a beaucoup de fameux, nos P4, P5, finalement, là, ce qu'on avait déjà jasé un peu. Là. P4, P5, version hospitalisation. Ouais, version hospitalisation, c'est ça. Version hospitalisation et non version urgence. Juste pour clarifier. Mais, donc, ils sont comme sortis du dogme et par chance qu'on avait ces cliniques privées qui nous ont aidés parce que oui, on a pris beaucoup de retard, mais il y avait tellement d'interventions et de tests électifs qui étaient cancellés que si on n'avait pas eu ces cliniques-là, ça aurait été très difficile. Et ils partent de cette prémisse-là et ils étudient différents systèmes de santé. Et là où on regarde un peu, le titre, là, vraiment, c'est un peu le rôle des hôpitaux privés à l'intérieur du système de santé australien. Autre chose qu'il mentionne, c'est que 78% des Canadiens, selon le différent sondage, à peu près autour de 80%, sont ouverts pour ajouter la contribution du secteur privé pour ce qui est des chirurgies et des tests électifs. Okay? Par contre, de ce 78%-là, uniquement 40% supportent uniquement 40% 40% veulent que ce soit uniquement pour désengorger des listes d'attente du public. Okay. C'est là que tu vois qu'il y a un peu de travail à faire, parce que si tu dis que le privé, c'est quand même intéressant, mais tu veux uniquement que ce soit là pour désengorger ce que le public n'est pas capable de faire, ça veut dire que tu n'admets pas que c'est intéressant d'une certaine façon. Tu l'admets, mais tu l'admets à mots couverts. Ouais. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même une idéologie en arrière de ça, puis il y a quand même du travail à faire. Maintenant, regardons un petit peu, c'est quoi l'Australie comme système de santé? C'est un système de santé qui est universel, c'est-à-dire universel, tout comme le Canada, tout comme la grande majorité des pays européens. Universel signifie que tout le monde a accès aux soins de santé et tout le monde est assuré. Donc, vous n'êtes pas obligé de payer de votre poche. Vous avez soit un assureur privé, soit un assureur public, soit les deux. Autrement dit, c'est ça, parce qu'ils ont autant que l'Australie fait son système
à part, mais il est quand même inspiré du Commonwealth britannique, entre guillemets, un peu, mélange aussi, peut-être comme tu l'as dit, peut-être un peu américanisé, vu que c'est ça. Fait que c'est un genre de, je dirais pas un melting pot, mais un genre d'hybride de leur style à eux autres, je comprends bien. Exact, c'est en plein ça. Mais il ressemble drôlement au système européen, mais un peu américanisé, en effet. Donc, et pourquoi il est intéressant? Ben, il est plus performant que le système canadien. On n'a pas d'intérêt à se mettre à étudier des systèmes qui sont moins performants que les nôtres. On perd notre temps. On ne fera pas une chronique sur quelque chose qui est moins bon que ce qu'on a. On n'est pas débiles non plus. Ah, c'est ça. La semaine prochaine, l'analyse du système de santé de l'Ouganda. En tout respect pour les pays africains, c'est pas une question de racisme, je tiens à le préciser. On parle de développement économique et de capacité hospitalière ici. Là. On ne parle pas de nécessairement que c'est ça, vous êtes d'une certaine couleur, que vous êtes moins performant en santé. Là. C'est pas ce que je tiens. Pas du tout. Et on se compare à des pays qui ont un PIB relativement équivalent. C'est ça. Exactement. Tout est une question de richesse, c'est-à-dire que notre système de santé au Canada, il est très bon comparativement à la majorité des pays du monde parce qu'on est beaucoup plus riche que la majorité des pays du monde. Cependant, il ne performe pas suffisamment pour notre PIB et pour la proportion d'argent qu'on met par rapport à notre PIB. C'est bien ça qu'il faut faire. On a fait un disclaimer. C'est bon, ça. Maintenant, et donc, selon l'Institut Fraser, ici, un article qu'ils avaient déjà publié dans le passé, il y a 33 sur différents facteurs de performance. Le système de santé australien surpasse le Canada sur 36 facteurs de performance, il le surpasse dans 33, au sein de 33 indices de performance. Donc, c'est quand même... Et ces indices de performance-là, pour vous en résumer quelques-uns qui sont quand même très importants, c'est-à-dire disponibilité des médecins, disponibilité des infirmières, nombre de lits hospitaliers, incluant lits d'hospitalisation et lits d'hospitalisation régulière et lits de soins intensifs, nombre d'accès aux scans, ce que vous appelez à Québec des TACO. Arrêtez d'appeler ça des TACO, s'il vous plaît. Ça fait penser à un Taco Bell. C'est pas un taco, là. C'est un scan. Bon. À Québec, je sais que vous appelez. Mais j'ai fait mes études à Québec en passant. Pour être bien franc, Karine, autant que je le savais pour le terme, mais j'ai aucune idée d'où c'est que ça vient. C'est-tu à cause de la machine? C'est-tu comme le réfrigérateur, on appelle le frigidaire? C'est-tu ça? Parce que la machine, la marque, c'est ça? Ou j'ai aucune idée d'où c'est? Je le savais pourquoi il appelait ça un taco, mais je l'ai oublié. Parce que, autrement dit, le vrai terme, c'est un TDM, c'est-à-dire, c'est le vrai... pourquoi il appelait ça un taco? Quand j'ai fait mes études, je l'avais demandé, puis je le savais, mais je l'ai oublié. Mais bref, à l'échelle internationale, on appelle ça un scan ou une tomodensitométrie. Si tu veux le terme scientifique, c'est une tomodensitométrie, si tu l'écris. Mais c'est correct, continue à l'appeler taco. Là. C'est juste drôle. Si quelqu'un a la réponse dans les commentaires, on est bien curieux de savoir. Moi aussi, sérieusement. je l'ai complètement oublié, parce que ça fait des années. Moi, j'ai fait mon cours général à Québec. Après ça, je suis allé faire ma résidence à Montréal. Mais moi, j'appelais ça aussi un taco. En tout cas, bref. Team taco. L'accès au taco, en Australie, il nous surpasse. Il surpasse le Canada. Maintenant, l'accès aux résonances magnétiques. Pourquoi ces deux facteurs-là sont très importants? Le nombre, le nombre et l'accès également. Pourquoi? C'est que en médecine, en soins de santé du 21e siècle, on est extrêmement dépendant de l'imagerie médicale. C'est-à-dire, on a besoin d'imagerie médicale. Le stéthoscope, on l'utilise encore, là, mais je veux dire, ça n'a aucunement la résolution, soit d'un scan, soit d'une résonance magnétique. On a besoin d'imagerie médicale si on veut fonctionner de façon civilisée et donner des soins qui sont de catégorie supérieure. Temps d'attente. Les temps d'attente, c'est super important. Temps d'attente pour voir un médecin de famille, temps d'attente pour voir un spécialiste, temps d'attente pour voir un médecin dans la même journée, proportion de patients qui peuvent voir un médecin dans la même journée, on est surclassé, temps d'attente pour l'accès à une chirurgie élective et temps d'attente pour l'accès à un spécialiste. Donc, on voit, on se fait surclasser.
Là où on ne se fait pas surclasser, puis on est à peu près égaux, puis ça, c'est vrai, c'est-à-dire sur les soins urgents. Les soins urgents au Canada, on est très bon. Au Québec, on est très bon aussi. C'est-à-dire, vous allez aller voir, vous avez une artère de boucher, vous faites un infarctus du myocarde, on va vous rentrer en salle de réanimation, vous allez arriver avec un cardiologue qui va vous Ben c'est définir. ça, on dirait que on s'en est parlé une couple de fois, on dirait que c'est ça le bout que, tu sais, on peut se permettre de vous faire attendre, tu sais, le système, puis tout ça, mais quand vous êtes sur le bord de nous lâcher, non, on va le perdre, il faut, tu sais, au moins Là, là-dessus, on réagit, ouais, mais c'est on se ça, compare à nos pères là-dessus. Ça, c'est faut le ça, dire. fait que au moins là-dessus, on réagit, tu sais, on laisse pas nous mourir notre monde, mais c'est ça, on les fait attendre, par exemple. C'est le gros problème du système de rationnement, et là, on va le décortiquer ensemble. Quelles sont les caractéristiques du système de santé australien? Bien, l'une des caractéristiques, puis là, parce que c'est un gros article quand même d'autour de 35 pages, on n'a pas 2 heures à passer ici, on va parler de beaucoup là, puis l'article est basé autour de ça aussi, c'est l'implication le partenariat public-privé, il est très intéressant en Australie. Vous avez une importante intégration du système privé à la fois dans le financement du système de santé et dans la délivrance des soins. Okay? Là, il y a 2 aspects. Le financement, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a un financement de l'État, mais il y a également un financement des assureurs privés. Assureurs privés qui sont soit à but lucratif, soit à but non lucratif. Il y a des gens qui disent, mais comment ça peut exister des assureurs à but non lucratif? Assez simple. Je donne un exemple. La communauté juive du Québec pourrait être décidée de financer une assurance pour leur communauté. Comme ça existe beaucoup en Suisse, des assureurs privés, tu as la communauté chrétienne orthodoxe de tel canton, par exemple, qui, eux, créent une assurance, demandent de l'argent volontairement payé là, par des gens de leur communauté et vont assurer leur communauté. C'est à but non lucratif. Ça existe. Okay? Ben, il y a une possibilité que ça existe un peu partout à travers le monde. Donc, il y a des assureurs, des compagnies d'assurance à but lucratif. Ça, c'est toujours à but lucratif lorsque vous êtes assurance. C'est-à-dire si, par exemple, il y avait un PCQ au pouvoir au Québec, il relèverait l'interdiction de l'assurance duplicative. Vous pourriez aller chercher une assurance avec RBC pour couvrir vos soins de santé, par exemple. Ça, ce serait à but lucratif. Par contre, vous auriez des gens rien n'empêcherait des communautés, que ce soit communauté ethnique, communauté religieuse, communauté, peu importe, politique, n'importe quoi, de se créer des assurances à but non lucratif. Et ça, ça existe ça existe en Suisse et ça existe également en Australie. Ça, c'est pour le financement. Donc, le financement est tu as 3 paliers différents, c'est-à-dire tu as des gens qui vont payer de leur poche, qui veulent payer de leur poche dans un réseau purement privé. Tu as des gens qui peuvent contracter un assureur privé. Et tu as l'État qui a le même nom qu'aux États-Unis, leur assureur de l'État. Ça s'appelle le Medicare. Il y a exactement Medicare. Le même nom. Oui, exactement. Bon, ça, et la délivrance des soins, c'est-à-dire, vous pouvez avoir un hôpital, comme on va le voir tout à l'heure, hôpital privé, mais qui a un financement de l'État, c'est-à-dire, tu arrives avec l'équivalent de la carte d'assurance maladie dans un hôpital privé qui est administré privé, qui est géré par le privé, mais l'État paie. Donc, ça, c'est la délivrance des soins. En Australie, il y a une portion qui est délivrée par le public, il y a une portion qui est délivrée par le privé. Il y a un partenariat entre les deux. Tu peux peut-être mettre, Joey, la Table One. Oui. Juste pour qu'on montre un peu aux auditeurs ici. Je vais le sortir sur mon ordinateur aussi parce qu'il est trop petit quand je le regarde. Sur le tien, un petit peu. C'est ça, Table One, c'est Ownership of Hospital and Delivery Care. C'est ça, en gros, on parle du pourcentage, on fait le breakdown de la quantité d'hôpitaux qui sont en fait propriétaires par le public et par le privé, justement, soit à but lucratif et à but non lucratif. Oui, exactement. Je suis désolé pour le petit délai parce que j'étais sur une autre page. Bon, excellent, c'est ça. Tu vois, lorsque tu regardes ici les types d'hôpitaux, OK, vous avez en pourcentage des hôpitaux publics, OK, vous avez 51% des hôpitaux. Bref, c'est presque 50-50, on va regarder, au niveau des hôpitaux
publics, vous avez 51 et au niveau des hôpitaux privés, vous avez 40,1 okay? Maintenant, il y a comme des hôpitaux qui sont dans l'étude qu'ils ont faite, dans les données statistiques qu'ils ont retrouvées, il y a autour d'un 9 qui ne savaient pas si c'était public ou privé, mais de façon générale, donc, tu es quand même pas loin d'un 50-50 si on veut arrondir ici. Lorsque vous regardez le nombre de lits, OK, il y a 60 des lits, là j'arrondis, 61 mais pour les biens de la discussion, là, 60 qui sont publics et 17 qui sont privés avec profit, les lits, c'est-à-dire vous avez des hôpitaux, mais il y a des lits aussi au sein des hôpitaux qui sont rattachés à un personnel qui s'occupe de ces lits-là, des lits d'hospitalisation, et vous avez 13 qui sont private, not for profit, donc privé sans profit. Vous avez privé profit, vous avez privé sans profit. Lorsque vous faites l'addition des deux, privé avec profit et privé sans profit, vous arrivez à un petit peu plus que 30 des lits qui sont privés. Okay? Et vous avez 61 qui sont publics. Ici au Québec, si vous regardez le nombre de lits privés comme tel, c'est pas loin de zéro. Pourquoi c'est pas loin de zéro? Pour la simple raison qu'il y a des mesures qui font en sorte que vous ne pouvez pas hospitaliser plus que 24 heures. Okay? Ça, c'est un règlement, c'est une loi. On ne peut pas hospitaliser plus que 24 heures dans une enceinte privée. C'est-à-dire, disons que Rockland MD ou Marc Lacroix décidait de créer un hôpital avec un grand nombre de lits. Il voulait avoir 40 lits, mettons, et partait en grand. Il ne pourrait pas, à moins d'avoir une autorisation ministérielle spéciale, mais c'est inscrit au Québec dans la loi que tu ne peux pas hospitaliser plus que 24 heures. Donc, à partir de ce moment-là, si tu n'hospitalises pas plus que 24 heures... La raison pourquoi on n'a pas d'hôpitaux privés au Québec aussi. Tu as tout compris. C'est exactement pour ça. Donc, mais eux, ils ont autour de... ils ont 40 de leurs hôpitaux qui sont privés et ils ont à peu près 30 de leurs lits globaux qui sont privés à l'intérieur de l'Australie. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Et autre chose... Et on ne parle pas d'un pays trumpiste d'extrême droite. Là. On parle... on dit ils sont fous, ces Américains, ils font payer les gens pour leur système de santé, puis le privé, c'est quasiment Satan, selon certains partis politiques, dont un chef avec un nom assez bizarre. Ben, on voit que dans des pays, justement, plus dosés, comme l'Australie, puis on l'a vu dans notre épisode avec l'Allemagne, puis avec la Scandinavie, ben, ils ont des hôpitaux privés, certains même financés par le public, alors ça, puis ça marche. Tout à fait. Et là, c'est pour ça qu'on se répète, on le dit, on montre d'autres modèles. Et c'est là que j'aurais tendance à dire, regardez, là, vous n'avez plus aucune crédibilité. Là. Les gens de trolls, de gauche radicale là, sur les réseaux sociaux, vous n'avez plus de crédibilité par rapport à ça. Vous avez des modèles à peu près un peu partout sur la planète qui utilisent le secteur privé, des pays sociodémocrates qui l'utilisent, ultra sociodémocrates, la Norvège, la Suède, la Finlande, name it, là, OK? Donc là, c'est ceux là, qui ont des photos là, de renards, là, toujours à visage couvert, là, des photos de renards en train d'uriner sur le bord d'une roche à quelque part, là, vous n'avez plus de crédibilité. Là, regardez. Donc, on va continuer là-dessus. Là. Il y a 55 selon des statistiques de ce que l'étude nous démontre, 2021-2022, 55 des Australiens qui bénéficieraient au moins partiellement d'une couverture d'assurance privée de 33 compagnies différentes, okay, qui sont homologuées par le gouvernement australien. 55 c'est quand même... donc, au moins partiel. Pourquoi? Parce que contrairement, leur loi ne leur empêche pas d'avoir une double assurance, c'est-à-dire une portion, on va le voir tout à l'heure, 75 de l'État, 25 du privé ou l'inverse. Il n'y a pas de loi qui les empêche de faire ça, mais vous allez voir, on va y venir. Mais 55 du financement de la santé, pas 55 du financement de la santé, c'est pas vrai, mais 55 des Australiens bénéficient au moins en partie d'un assureur privé. Très important,
les systèmes, pourquoi les pays sociaux, même les pays sociaux-démocrates décident de faire ça? Parce que c'est indispensable à l'expansion d'un système de santé et indispensable à l'expansion d'un système de santé qui répond à des besoins diversifiés, hétérogènes. On n'est pas tous pareils. Donc ça, c'est... Bon, mais il y a des gens qui ne comprennent pas encore ça, malheureusement. Au niveau des hôpitaux privés, vous en avez qui sont, comme on avait dit, là, à but lucratif ou non à but lucratif. Vous avez, ça, on les avait bien montrés. Ouais, ça, c'est quand même intéressant comme graphique. Je vous le ça. Bon, ici, c'est les épisodes de soins, OK, pour les patients admis au sein d'hôpitaux privés et publics en Australie. Et ça, j'ai aimé ça quand même, voir ça, parce que ça me... pourquoi j'ai aimé ça, c'est que moi, ça me donne de l'information, puis c'est important, là, parce que moi, je veux maîtriser le plus possible les systèmes de santé un peu partout sur la planète pour essayer de voir qu'est-ce qui s'applique le mieux ici. Vous avez autour de 90% à peu près des soins urgents en Australie qui sont donnés au sein du réseau public. Pourquoi? C'est quand même, comment je peux dire, ça peut quand même faire du sens. Soins urgents, c'est-à-dire, on revient à l'exemple, vous avez beaucoup de difficultés à respirer, vous appelez l'ambulance, on vous amène, vous avez besoin d'un soin. Vous avez un trauma crânien, vous saignez dans votre tête, vous avez besoin d'une neurochirurgie, il faut vous ouvrir le crâne pour enlever de la pression, pour enlever du sang. En Australie, ça se fait fortement majoritairement dans le système public. Maintenant, lorsque vous regardez pour les interventions électives, c'est là que ça devient très intéressant. C'est que vous voyez qu'à peu près 40% est donné dans le réseau public et 60% autour est donné dans le réseau privé. Bon. Donc là, on voit l'importance d'un réseau privé qui peut permettre d'aller faire ce qu'on appelle électif. C'est très important parce que ce qui est électif, ça veut dire qu'il n'est pas urgent aujourd'hui, mais si on le laisse dépérir, il peut devenir urgent. Donc, on a les Australiens, la façon qu'ils gèrent leur système de santé, ils tendent à donner des soins plus urgents, réserver le réseau public pour des soins qui sont et ce qu'on appelle électifs, donc non urgents immédiats, mais quand même très importants. On va plus vers le réseau privé. Donc, ça, c'est leur système. Il y a certains autres systèmes qu'on avait étudiés, européens, qui vont encore plus dans le réseau privé, qui ont une proportion presque 50-50 de privé et public pour les soins urgents aussi. Donc, ça n'exclut pas l'un et l'autre, mais eux, on voit, c'est comme ça qu'ils ont bâti leur réseau. Et je trouve ça quand même assez intéressant, ce graphique-là. Maintenant, regardons quelque chose qui est assez intéressant dans leur réseau, c'est-à-dire de quelle façon les assureurs sont déclinés. Les assureurs, celui-là, ce que tu présentes. Ça va être difficile de le mettre au complet. Je veux quand même que les gens puissent voir un peu. Là. Il est très bon, celui-là. Ouais, ça. Là, quand tu regardes ici, c'est les admissions. Okay? Les admissions, ça, c'est-à-dire combien de patients sont admis à l'hôpital, donc ils sont hospitalisés. Donc, au niveau des admissions électives, incluant les chirurgies au public et au privé, c'est-à-dire les admissions pour les chirurgies, 29% au public et 70% au privé. Donc, on voit que les chirurgies électives se font, plus de 2/3 se font au privé. Ça, c'est quand même, c'est-à-dire chirurgie élective, disons, hernie discale sans déficit neurologique, chirurgie du genou, de la hanche, chirurgie de la cataracte, ça peut être également une chirurgie d'une hernie inguinale, hernie abdominale, peu importe, qui n'est pas incarcérée. Ça peut être enlever, par exemple, faire des biopsies pour plusieurs types de chirurgies qui peuvent être faites, qui sont électives. 70% sont faits dans le réseau privé. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant de voir ça. Même l'Australie
adoptent cette façon de fonctionner. Moi, ça me corrobore un petit peu dans ce que je pensais. Mais plus tu vois de réseaux, parce que des fois, tu te poses des questions, tu te dis, il y a à peu près personne dans ton comme tu penses, tu te dis à un moment donné, tu es peut-être complètement dans le champ, mais plus on étudie des systèmes, plus on se rend compte que il semble vraiment y avoir une forme de consensus international à cet effet d'inclure le réseau privé, du moins pour les cas surtout électifs. Un autre tableau qui est intéressant, puis ça m'a fait Ben, mentir. avant que tu passes au prochain, Karim, une donnée que je trouve intéressante, c'est que malgré tout, en termes, on parle de. C'est sûr que c'est pas, on parle pas d'opération entre guillemets, à moins qu'il y ait césarienne, mais on parle quand même des accouchements. Il y a encore une majorité en Australie qui vont via les hôpitaux publics plutôt que privés. Pas qu'au privé, il n'y en a pas. On parle de 232 000 Oui, c'est ça que je voulais accouchements qu'on parle. au Oui, public oui, et oui. 69 000 au privé. Oui, Fait que exactement. c'est assez intéressant quand même. Exactement. Et ça, ce qui m'a fait mentir, c'est le petit tableau en bas du graphique que je voulais qu'on regarde. Moi, j'aurais Oui. cru, intuitivement parlant, au niveau de la santé mentale, c'était plus difficile de déléguer au privé pour l'accès à un psychiatre, par exemple. Mais les données australiennes ici me font mentir, ce que je croyais jadis, parce que lorsque tu regardes mental health care, tu as public hospitals, tu en as 134 000, puis quand tu regardes private hospitals, tu en as 218 000. Donc, les Australiens utilisent beaucoup le réseau privé, OK, dans un facteur un petit peu moins que 2 fois plus là, que le réseau public. Donc ça, moi, j'avais comme ce préjugé avant, qui n'était pas basé sur une grande analyse, disons, là, que pour la santé mentale, ça peut être peut-être plus difficile de déléguer au réseau privé en raison du fait que c'est des cas qui sont quand même très complexes. Il n'y a pas nécessairement ça peut, pour une compagnie privée, ça peut être pas nécessairement intéressant d'investir pour un département de santé mentale, par exemple, dans un hôpital privé. Mais du moins, les Australiens ici semblent me faire mentir à cet égard-là et l'utilisent beaucoup. Restera à voir de quelle façon la santé mentale, le privé en santé mentale se décline là-bas. Est-ce que c'est du privé avec profit, sans profit? Je ne le sais pas. Ce n'est pas décliné là, dans l'étude. Mais oui, ce tableau-là, en effet, est très intéressant et révélateur. Maintenant, quelque chose que je voulais mentionner, puis ça, je trouve que c'est important, c'est de quelle façon leur système d'assurance fonctionne. Quand tu regardes un peu, tu as des patients qui sont ce qu'on appelle fully funded. Okay? C'est-à-dire, autrement dit, la clientèle des hôpitaux privés en Australie, c'est quoi exactement? Elle provient d'où? Tu as des patients qui sont, ils disent publicly fully funded, ça veut dire. Ouais, c'est ça. Ben là, Karim, c'est ça. Ben, j'assume que si on prend notre exemple d'ici, la majorité des clients du secteur privé, ce sont tous des super riches. Ce sont tous ce sont tous des gens multimillionnaires, ces gros pachas qui vont se faire opérer au privé. Donc, en Australie, c'est la même chose, non? Ben, on aurait pas, si on regarde un peu les trolls sur les réseaux sociaux avec des photos de renards, là, oui, on aurait tendance à penser ça. Et même si on écoute certains chroniqueurs intelligents, bien éduqués, tout ça, on aurait tendance à penser ça. Mais non, en réalité, au moins un tiers de ces personnes-là ne sont pas des gens nécessairement très fortunés. Pourquoi? C'est que lorsque tu es vraiment très, très, très fortuné dans la vie, tu n'as pas besoin d'assurance. Okay? Ça, on s'entend, là. Ça, c'est clair. Et si tu as une assurance, tu as le choix d'en prendre une privée, tu vas la prendre privée. Mais là, ce qu'on regarde, c'est qu'il y a un tiers des Australiens qui fréquentent, un tiers des Australiens qui vont dans les. Un tiers de la clientèle des hôpitaux privés en Australie est soit complètement soit leur assureur est le Medicare, ça veut dire 100% l'État qui paie l'hôpital privé, soit une combinaison de Medicare à 75% et de privé à 25%. Et hey, le droit de choisir ce qu'on préfère des deux côtés, c'est quoi qu'on est loin d'avoir ici? Eh, mon Dieu. Provient d'une clientèle qui soit pète sa poche complètement,
soit un assureur privé. Donc, mais tu as un tiers qui est au moins partiellement remboursé, qui est au moins partiellement payé par l'État. Un tiers de la clientèle des hôpitaux privés australiens. Et cela, c'est là que je trouve ça intéressant. Pourquoi? C'est que ça nous amène à une proposition que j'avais faite, qu'on a faite au PCQ, au dernier congrès. C'est que qu'est-ce qui est parmi les trois, OK? Parmi les trois sources de financement des hôpitaux privés australiens, il y en a deux qui sont légales, selon la loi canadienne sur la santé. Il y en a une qui est illégale. OK? La fully funded, c'est-à-dire complètement remboursé, c'est-à-dire privé, hôpital privé, qui est complètement payé par l'État, c'est-à-dire que tu vas faire changer ton genou, tu vas faire opérer ton hernie discale à Croix ou à Rockland MD, par exemple. Là, ça, c'est légal selon la loi canadienne sur la santé. Complètement payé, soit d'un assureur privé. Okay? Ici, on n'a pas d'assureur privé pour ces soins-là. Pour quelle raison? C'est parce que c'est pas illégal selon la loi canadienne sur la santé, mais la province ne va pas de l'avant, la province a le droit de l'interdire. Tu comprends? C'est pas parce que c'est légal au fédéral que la province est obligée d'aller de l'avant. Donc, ça, mais complètement, payer 100% de ta poche, payer 100% par un assureur privé, c'est légal. Okay? Il y en a un qui est illégal, c'est s'il y a un pourcentage qui est payé par l'État et un autre pourcentage qui est payé de ta poche ou d'un assureur privé. Tu comprends? On ne peut pas dupliquer les deux ensemble. Tandis qu'en Australie, les autres, ils le font, eux autres. Oui, exactement. Donc, toi, tu pourrais te magasiner un assureur privé, par exemple, et dire, OK, soit je prends droit au Medicare, soit tu prends une assurance complètement privée, mais des fois, dans les assureurs privés, il va te dire, OK, moi, je t'offre un tarif, mais je te rembourse 25 et il y a un 75 qui se doit d'être remboursé par l'assureur de l'État. Tu comprends? Ça, il y a cette possibilité aussi. Donc, tu vois, la beauté, c'est qu'il y a de la diversité. Et toi, ça peut arriver qu'il y ait un assureur privé, 100% privé qui fait ton affaire. L'État, ça peut faire plus ton affaire, dépendamment de tes moyens, tout ça. Mais c'est ça, il y a le côté customisable qui est vraiment intéressant là-dessus par rapport à la situation Oui. de chacun. Là. Oui, exactement. Et pourquoi je veux en revenir là-dessus, c'est que je sais que ce genre de système-là existe aussi dans certains pays européens. Et sur l'ensemble des propositions que j'avais amenées en santé au dernier congrès, il y en a, la grande majorité respecte la loi canadienne sur la santé, mais j'en ai mis deux à la fin qui ne respectent pas la loi canadienne sur la santé volontairement. Pourquoi? Sur le principe d'autonomie des provinces, quand même assez important aussi, je pense. Et je pense, OK, que, c'est juste mon avis, qu'il y a potentiellement 3 articles dans la loi canadienne sur la santé qui sont possiblement non constitutionnels parce qu'ils viennent violer le fait que les provinces devraient être autonomes dans leur système de santé. Et ces articles-là nous interdisent d'avoir cette duplicalité d'un assureur privé, d'un assureur de l'État à l'intérieur d'un même forfait. OK? Et même si... Donc, ce que je décline ici, c'est de dire ce serait intéressant d'aller négocier avec Ottawa puis de voir avec d'autres provinces s'ils sont intéressés à modifier ces articles de la loi. Lorsqu'on avait écrit dans les 2 dernières propositions, c'est mettre en place des mécanismes de partage des coûts de soins universellement accessibles avec des limites annuelles raisonnables. Et l'autre, c'est de prendre exemple sur l'ensemble des pays européens. Puis là, maintenant, on peut même ajouter l'Australie en ce qui a trait à leur régime d'assurance. Il y a 3 articles dans la loi canadienne sur la santé qui interdisent ça. Et ce serait assez intéressant de voir, avec un prochain gouvernement Poilievre, est-ce qu'il serait ouvert à faire une modification afin de permettre aux provinces de mieux innover leur réseau de santé. Ce serait intéressant. Stephen Harper, à l'époque, avait dit qu'il était ouvert à faire ces genres de modifications-là. Il ne l'a pas fait. Est-ce que je pense que Pierre Poilievre va aller de l'avant à cet effet-là? Je ne pense pas, honnêtement. Pourquoi? Non, c'est ça que je veux dire. C'est parce que, électoralement parlant, la santé ne sera jamais une question de l'urne au fédéral.
Ça, c'est sûr et certain. Même au provincial, c'est très difficile d'en faire une question de là. La dernière fois que ça avait... À moins, excuse-moi de te couper, Karim, la seule façon que ça le devienne, c'est que justement un peu ce que Éric veut faire dans les prochaines semaines, puis c'est pas un secret, il l'a déjà annoncé Oui, c'est ce que je ouvertement. voulais dire, je vais en parler. C'est Oui, ça qu'en gros, qu'il veut vraiment faire un vrai front commun, contrairement à ce que Legault a fait, un vrai front commun avec les provinces de l'Ouest qui veulent plus d'autonomie, puis le Québec. S'il y a vraiment un gros moyen de pression via une majorité des provinces pour un changement à cette loi-là pour la gestion de leur système de santé, ben là, je pense que ça va forcer le fédéral à agir s'il y a assez de pression sur lui. Mais c'est sûr que si c'est désorganisé ou si juste l'Alberta qui se plaint, ben même si c'est des conservateurs, comme tu l'as dit, il n'y aura pas grand changement. Tout à fait, parce que la dernière fois même au provincial, je pense la dernière fois que la santé a été une question de l'urne, que c'était pas mal la question de l'urne, je crois que c'était en 2002 avec Jean Charest, quand il parlait, qu'il disait, est-ce que ça avait été la question? Mais il parlait énormément de santé dans sa campagne électorale. Je me rappelle à l'époque, c'était c'était l'année que je suis rentré c'était 1 an avant que je rentre en médecine. Donc, ça m'intéressait quand même de savoir qu'est-ce qu'il voulait pour le système de santé. Mais de façon générale, même au provincial, la santé n'est pas une question de là, encore moins au fédéral. Mais comme tu dis, dans une perspective autonomiste, est-ce que s'il y a un front commun de l'ensemble des provinces, l'Alberta, c'est sûr que la question énergétique est beaucoup plus importante que la question du réseau de la santé en ce qui a trait à leur autonomie. L'acte de souveraineté de Daniel Smith est beaucoup en ce qui a trait à la souveraineté énergétique, on va comprendre, parce que, je veux dire, eux, leur source de revenus principale, c'est quand même les énergies fossiles. Ici, au Québec, la question de la santé, parce qu'on a un réseau de santé qui ne va pas très bien, disons, c'est un peu un euphémisme, là. Ça pourrait être intéressant. Et justement, comme tu dis, ce n'est pas nécessairement un scoop, là, Éric l'a mentionné, je le savais, ça faisait un bout, mais il va partir dans une dizaine de jours pour rencontrer Daniel Smith et pour rencontrer également certains anciens conservateurs, dont Stephen Harper, et voir c'est quoi leur position autonomiste. Et ça va être un des sujets qu'il va discuter, pas seulement celui-là, l'aspect de l'énergie, l'aspect de l'immigration naturellement, mais c'est un des sujets qu'il va discuter et voir un peu où est-ce qu'il se situe les Albertains par rapport à la question du système de santé, par rapport à la question du privé en santé, de la loi canadienne sur la santé. On va en savoir un peu plus là, dans les prochaines semaines suite au voyage d'Éric disons. Mais tout ça en résumé pour dire que le système de santé australien, comme beaucoup d'autres systèmes de santé qui sont universels, pays sociaux-démocrates, utilisent de façon beaucoup plus significative le réseau privé que nous, on l'utilise, non seulement pour désengorger le réseau public, mais pas uniquement ça, pas uniquement dans la perspective quand le réseau public réseau privé, parce que si tu penses toujours de cette façon-là, tu n'auras jamais de réseau privé qui est fort. Et on voit que de façon, certains secteurs, du moins en Australie, le secteur qui est plus urgent est desservi fortement majoritairement par le réseau public, ce qui peut faire du sens, et le secteur qui est plus électif est desservi par le réseau privé, avec tous les gains de productivité et d'efficience pour ce type d'intervention-là. Donc, on a encore une fois un autre modèle qui montre qu'on n'est pas si fou que ça, malgré les trolls, puis malgré la façon dont on est dépeint, finalement, on est plutôt raisonnable, disons, dans nos propositions et dans notre façon de voir les politiques publiques, en l'occurrence, le système de santé. Il y en a donc bien des méchants capitalistes qui n'ont pas la santé des gens à cœur sur la planète, ça n'a pas de bon sens. Il y a des extrêmes, Karim, c'est effrayant, même en Australie, ça n'a pas maudit bon sens. Non, mais tu as absolument raison. Là. Je suis très sarcastique en fin de show aujourd'hui, mais ça montre à quel point que c'est ça. On parle souvent du dôme, là, mais c'est un peu ça aussi, à quel point que ce soit en Europe, en Australie ou ailleurs, puis je suis certain qu'on va sûrement parler d'autres pays dans d'autres épisodes à venir, dans les prochains mois possiblement, sont pas plus faux qu'un autre. Ils savent que oui, le public a sa place. Le but, c'est pas de faire du genre de libéralisme sauvage, de vouloir tout privatiser puis que l'État est réduit quasiment au format minuscule. C'est pas ça qu'on va aller. Mais justement, qu'il y a une saine compétition, puis aussi reconnaître que oui, le privé
est souvent meilleur dans certaines compétences en santé que le public. Et ça, il faut le comprendre. Et vice-versa. Il y a des trucs que le public fait que le privé fait pas bien. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Fait que c'est la complémentarité de ces deux systèmes-là font que, justement, c'est comme une machine bien huilée, c'est que ça roule. Mais c'est ça. Nos dogmes certaines de nos idéologies nous bloquent à ce potentiel-là. Et j'ai l'impression que c'est ça. Fait que plus on va en parler, plus on va justement casser on va craquer ce fameux dôme-là pour comprendre que finalement, c'est ça. On devrait peut-être sortir, prendre, comme il dit en anglais, touching grass, sortir un petit peu une fois de temps en temps, puis voir qu'est-ce qui se passe en dehors de notre patelin. Ben c'est très difficile, mais il ne faut pas perdre de temps. Il faut le faire, il faut le répéter. Et moi, j'aurais tendance à conclure en disant c'est très difficile de percer le dôme, c'est pas impossible. C'est pour ça que moi, j'ai eu quand même beaucoup de respect pour Frank le dédomiseur. Le gars a un des jobs les plus difficiles de la planète. Lui, sa job, il est dédomiseur. Mais il veut dédomiser le Québec. C'est extrêmement difficile comme travail. Faites juste vous imaginer ça. C'est du travail acharné. Il va falloir qu'il fasse des podcasts toute sa carrière à s'acharner, à répéter les mêmes choses. À 98 ans derrière le micro. Frank, ça va être le Atlas du Québec. Là. Il va tenir, la province sous son dos pour avoir des statues grecques de lui. Oh my God, ça va être trop drôle. Mais il ne faut pas perdre espoir. Non, absolument, c'est ça. L'espoir fait vivre, puis se résigner, je pense que ça sera encore pire. Puis, regarde, autant que certains peuvent nous trouver ultra optimistes ou justement, là, t'es jeune, mais tu vas voir, quand tu vas vieillir, tu vas voir, c'est pareil au même, puis tout. Mais justement, c'est pas, tu sais, il n'y a jamais une solution, que ce soit de l'argent, quoi que ce soit qui tombe du ciel. C'est justement quand le monde se tire les manches et mettre la main dans ce qui est pas très souvent assez nauséabond pour que ça règle le problème, ben c'est ça. Fait qu'on on fait la job, on vous présente ça, comme on dit, faites-vous votre propre opinion là-dessus. Puis en passant, je tiens à préciser, je vais mettre le lien de l'étude que Karim a parlé aujourd'hui dans la description. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est en anglais, mais j'assume que c'est possible de le traduire assez facilement avec certains logiciels que vous connaissez. Donc, c'est tout comme ça. Merci beaucoup, Karim. Super intéressant, comme à chaque fois. Sérieux, tu nous fais voyager. On courait tu sais, c'est comme croisière de rêve, mais là, c'est système santé de rêve. On va chaque semaine, on va dans chaque pays. C'est le fun. Fait que, c'est ça, ça nous fait faire le tour du globe un peu. Puis ça montre que c'est ça. On n'est pas plus cave que des autres. Tu sais, on voit ce qui nous manque, puis que les solutions sont pas nécessairement des plans triennales en 15 000 étapes échelonnées sur 15 ans. Des fois, c'est la simplicité et la voie à suivre par la suite. Il faut penser common sense, comme dirait un certain chef conservateur canadien. Fait que sinon, passez un bon début de semaine tout le monde. On se revoit la semaine prochaine pour longtemps. Bonne semaine à tous.